Chères tailles respectées, chères sœurs aînées et chères familles, chers sanghas, ce matin nous avons une session de questions-réponses ou bien, moi je préfère questions-partage. Et comme vous m'avez déjà vu, lundi dernier, aujourd'hui je suis là pour vous présenter ma sœur et mon frère. Mais je pense que vous tous, vous connaissez sœur Darni. C'est une des sœurs aînées francophones du village. Ce que je l'admire beaucoup, c'est qu'elle est très sportive. Elle peut marcher des heures et des heures, des kilomètres. Et c'est pour ça qu'elle est très jeune par rapport à son âge. Elle est plus jeune, elle est beaucoup plus jeune. Pardon, mon français n'est pas très bon. Je m'exprime mal, mais elle fait plus jeune que beaucoup de jeunes sœurs qui ont 20 ans et quelques, 30, parce que elle marche et c'est elle qui va être des personnes clés dans la retraite de randonnée, de marche ou à Moduba. J'espère que je ne t'ai pas... Et moi-même, je ne peux pas être aussi forte qu'elle dans la marche, dans les exercices. Elle fait aussi du yoga. Et avant de devenir moniale au village, elle vivait dans une communauté aussi, ashram, et elle pratiquait, elle faisait beaucoup de yoga. Alors, ce matin, vous aurez le bonheur de lui poser toutes sortes de questions. Et à côté de moi, frère Daini, et maintenant, avant de le présenter, il faut que je vérifie avec lui. Ça y est, je vais vous révéler quelque chose que peut-être personne d'entre vous le savez. Vous savez, dans les années 80, le premier ordinateur au village des Pruniers, il était là, à l'installer, à montrer aux sœurs comment taper, comment utiliser l'ordinateur. Le premier ordinateur. Et on a utilisé cet ordinateur pour taper sur les traces de Siddhartha. C'est ça? Oui. Alors, frère Daini, il était là depuis les premières années au village des Pruniers, mais il n'était pas moine encore. Parce qu'il est tombé amoureux avec une belle femme et ils se sont mariés. Et c'est Thaï qui les ont mariés. Et beaucoup plus tard qu'il est devenu moine. C'est pour ça qu'il connaît tout. Il connaît tout au village. Alors maintenant, c'est le moment pour vous de lui poser toutes sortes de questions. Bon, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Et la question, une belle session de questions-réponses, c'est quand vous posez les questions du cœur. Laissons à côté la théorie. Posez des questions qui ont quelque chose avec votre souffrance, votre bonheur, ce qui se passe dans votre vie réelle. Et plus vous ouvrez le cœur pour poser des questions, plus notre frères et sœurs vont ouvrir aussi leur cœur pour vous partager leurs expériences vécues. Et de telles questions et partages vont toucher le cœur de
de beaucoup de personnes et vous posez la question pour vos amis, pour vos frères et sœurs aussi. Ce n'est pas une question propre à vous. Et la personne qui va poser la question va venir ici et au son de la cloche, on va respirer ensemble avant la personne pose la question. Et qui est la personne la plus courageuse? Si vous êtes timide, vous pouvez écrire sur un morceau de papier. Et chers amis, chères communautés, donc je vais vous présenter notre grande sœur, sœur Denim. Donc n'hésitez pas à venir lui poser plein de questions, parce que une chose que je vais vous révéler, c'est qu'elle était l'intendante de Thaï, s'est occupée de notre maître beaucoup, et présente depuis de très nombreuses années, et elle a gardé tout, écrit tout ce qui pouvait se passer. Donc c'est vraiment la mémoire de notre maître, la mémoire du village des Pruniers. Donc vous pouvez lui poser autant de questions que vous voulez. Merci chers amis. Et vous avez pu goûter son humour aussi. Et moi-même, sûrement, vous avez vu que je ne suis que le vendeur de thé, mais de grande sœur. Je sers le thé ici, uniquement. Chers amis, est-ce que je parle bien? Suffisamment fort? Chers amis, chers frères et sœurs, chers Thaï. Quand j'ai prononcé le mot de Thaï, ça m'a fait beaucoup de bien. Je réalise hier que ça fait 18 ans que je viens ici. C'était l'anniversaire des 80 ans de Thaï plus tard. Et là, je réalisais combien je trouvais que je n'avais pas beaucoup progressé. Il me reste peut-être une vingtaine d'années à vivre, parce que si je compare la longévité de mes frères et sœurs, l'aîné a 99 ans, enfin bon, on est 6 et on est tous vivants. Mais je suis insatisfaite, parce que ma question c'est comment accepter par exemple mes difficultés à marcher, à ne plus pouvoir courir, etc. Et comment accepter ça et en même temps
faire confiance, bien sûr, et en même temps ne pas se laisser aller, ne pas se laisser vivre sans détermination. Je fais partie, je vous ai dit, des tortues déterminées. J'ai trouvé ça magnifique comme cadeau de la vie, vraiment. Et j'ai des amis qui sont avec moi. Mais là, je me sens vraiment une tortue, mais déterminée. Alors, déterminée pourquoi, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ne pas terminer ma vie insatisfaite. Je me considère comme une pratiquante très moyenne. Je ne fais pas des bonnes pratiques de méditation assise, de plein de choses, enfin bon, tout ce que j'ai eu la chance de recevoir. Mais en même temps, si je m'accepte telle que je suis, je ne peux pas progresser. J'ai un challenge, j'ai quelque chose à faire. Si j'ai envie de dormir le matin parce que je n'arrive pas à me lever, c'est pas comme ça que je vais avancer. Donc la question, elle est comment concilier en même temps, je crois que vous appelez ça la volition, enfin, la détermination, l'envie, le but, et en même temps s'accepter comme on est. Et oui, si je ne fais pas beaucoup de méditation assise, ben, c'est pas grave, je fais autre chose. Mais comment concilier les deux? En fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça me torture, ce truc. Voilà, j'ai fini ma question et je vous remercie beaucoup. Cher Thaï, cher maître respecté, chère communauté, cher Maïté, Maïk, oui, c'est ça. Merci beaucoup pour la question. Une très bonne question. Comment ne pas gaspiller notre vie? Et moi, j'ai entendu déjà la réponse dans ta question, juste en nommant tortue déterminée. C'est-à-dire, c'est vraiment le retour au pratiquer l'arrêt, revenir dans le moment présent. Et dans le moment présent, là, il y a un rayon de soleil qui vient juste par... Donc, de revenir dans le moment présent et avec détermination, être pleinement conscient. Je suis encore vivante, quel cadeau magnifique. Dans ce moment, j'ai encore des gens, même si j'ai des difficultés. Merci, merci mon corps. Je peux voir, tu peux voir, n'est-ce pas? Je peux entendre. Oui, ben moi aussi. Je peux entendre. Donc c'est pour moi, chaque matin, après chaque repas, je remercie mon corps. Je dis, ah magnifique, parce que moi, j'ai pas, la plupart, tous les membres de ma famille sont décédés assez jeunes. Donc moi, je sais que je vis pour eux et que c'est que chaque moment est précieux, pas le gaspiller. Donc chaque moment, ok. Et c'est tortue. Déterminé, c'est le garde-le, ces deux mots qui ont touché. Et je suis. Alors voilà, notre corps, il va petit à petit. C'est accepté moi-même. Sœur Digny me présentait comme je marche, mais non, cette année, je marche beaucoup moins qu'avant. Et j'accepte ça. Mais je me réjouis encore de venir à pied jusqu'au hameau du Haut. Je marche moins, j'ai moins de capacité. J'accepte. Et dans l'acceptation, ça ne veut pas dire, ok. Bah, j'accepte tel que je suis, puis je fais rien. Non, non, il y a toujours... j'accepte tel que je suis, mais il y a la possibilité de grandir, de m'épanouir plus, de découvrir l'immensité qu'on est. Et on se diminue. Il y a un regard vers soi qui est assez... qui nous fait mal. Donc, c'est ouvrir. Ah, merci la vie, je suis encore vivante. Merci. Et juste dans le moment présent, revenir dans le moment présent. Et quand on voit notre maître, hein, ça fait maintenant presque 11 ans qu'il a eu son accident cérébral. Hein, et Thaï était dans une chaise roulante et il était encore là, présent pour nous, même s'il ne pouvait plus parler. Et il nous montrait
pour nous aider à revenir au moment présent avec son bras encore valide, pour pouvoir montrer, revenez mes enfants. Quel exemple extraordinaire. Donc, avec tortue, détermination. Voilà. Et ok, j'accepte que je ne m'assois pas le matin, que je me juge, mais en même temps de ne pas laisser les pensées ruminer. Frère Fapli parlait de la rumination, mais si on rumine, les histoires elles grandissent, puis alors on est tout petit. C'est au contraire. Ok, voilà, je suis encore vivante, un miracle. C'est précieux la vie. Merci Maï. Oui, mais il y a beaucoup de monde qui veut poser des questions, tu sais. Ok. C'est un témoignage. Ce matin, je suis venue en partie à pied. Et je disais, voilà, j'ai inventé un truc. J'inspire, j'accepte, j'expire, confiance. Merci. Donc voilà, j'inspire, j'accepte que je vieillisse. J'expire confiance. C'est confiance dans la vie, dans le moment présent. Je suis vivante. Voilà. Gratitude. Très bien. Il faut le mettre en chanson avec de la musique. Merci Maï. Voilà, Hélène va t'aider à te retourner. Merci Maï. Chère Paille, chère sœur, chers frères, chère communauté, j'ai mon cœur qui bat. C'est la première fois que je viens m'asseoir pour poser une question. Et cette question, c'est pas que la mienne, c'est d'autres amis aussi qui se la posent. Donc je m'appelle Hélène. J'ai reçu les 5 entraînements en 1998 et les 14 entraînements en 2005. Et dans mon aspiration, le côté engagement de taille m'était précieux. Donc ce côté engagement, il est en moi. Aujourd'hui, je rencontre des difficultés dans certaines de mes consommations. Parler d'ordinateur, c'est en termes de consommation numérique. Une des premières choses que j'ai fait quand j'ai reçu les 14 entraînements, c'était déjà changer de banque. J'ai pris aussi plus tard une messagerie qui avait une éthique, qui respectait mes données, qui avait certaines valeurs. Et donc individuellement, je fais attention aux moteurs de recherche que j'utilise, aux applications que j'utilise. Et donc individuellement, ça va. Mais dès que ça devient collectif, ça devient compliqué pour moi. Quand je m'inscris au village et prunier, je dois aller sur Google, que je n'utilise pas autrement. Et je sais que je peux être entière dans mes engagements. Il y a une année où, pour entrer au programme de bénévoles enfants,
il fallait carrément créer un compte Google. Alors moi j'ai dit à Faplou, moi je peux pas. Et en fait, c'est parce qu'à l'époque, il fallait mettre une photo, donc il avait modifié, puis j'ai pu, mais j'étais prête à ne pas aller au programme Enfant. Donc après, j'ai fait des compromis, j'essaye de pratiquer l'ouverture d'esprit. Donc pour rejoindre un groupe, je me suis mise sur WhatsApp, et là on me trouve, quoi. Et là, quand on dit conscient de ce qu'on nourrit, si je cite l'exemple de WhatsApp, c'est une entreprise qui soutient des valeurs de profit, de masculinisme, qui laisse faire de la discrimination, voire qui la soutient. Donc ça, c'est pas mes valeurs. Et là, je sens monter, oui, ça va, c'est des colères, quoi. J'arrive plus à faire j'ai plus envie de faire de compromis, et en même temps j'ai pas envie de me couper, j'ai pas envie de couper des amis. Voilà, tout ça, je commande pas sur Amazon, je vais pas sur Google, mais quand il s'agit de communiquer, comment je fais quand on me propose un Google Drive, comment je fais quand on me propose WhatsApp? Si je dis non, je me coupe. Donc je sais que d'autres amis rencontrent ces difficultés. Et je sens quand j'entends les Sanghas communiquent par WhatsApp, je dis, mais ils savent ce qu'ils nourrissent, ça éveille quelque chose vraiment en moi. Et je me dis, mais de quelle manière je repense à Thaï quand il a demandé à ce qu'on pratique le végétalisme, qu'on soit végétalien, par rapport au phénomène de réchauffement climatique. Et là, je sens un courant qui devient de plus en plus fort par rapport à certaines valeurs de profit, donc Mark Zuckerberg, il soutient Trump, hein, donc sans rentrer de la politique. Et ma question, c'est comment faire? Est-ce que la communauté du village de Prenay peut soutenir cette pratique de consommation numérique par les applications, par les serveurs? De quelle manière? Merci. Comme frère Dagny a utilisé le premier ordinateur au village, tu dois répondre à cette question. Chère Hélène, laisse tomber. Je pense que nous devons savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Notre vie est courte. Si nous nous embrouillons dans des choses futiles, nous allons perdre beaucoup de temps. Il y a des commodités qui n'existaient pas avant et nous avons survécu à tout cela. Et il y a toujours une solution. Dans notre communauté, il y a beaucoup d'ingénieurs, informaticiens. Si vous voulez, vous pouvez les approcher. Ils peuvent vous proposer plein d'alternatives à tous les GAFAM, c'est-à-dire tous les 4 entreprises qui dominent actuellement l'entreprise informatique du monde. Vous êtes parmi les... C'est comme des écologistes résistants de première heure. Ils sont en avance sur beaucoup de monde, mais seulement 20, 30, 40 ans après que leurs combats sont reconnus par beaucoup. Et actuellement, comme vous savez tous,
tous les gouvernements du monde sont en train de se questionner sur l'influence des entreprises informatiques, des réseaux sociaux sur nos jeunes, sur nous tous. Quelles sont leurs emprises sur nous? Et la pratique de la pleine conscience nous permet de distinguer qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut suivre ou ne pas suivre. Est-ce que nous voulons être des moutons ou pas? Ce sont des questions que nous devons nous poser régulièrement en utilisant tous les moyens qui nous sont offerts. Mais pour moi, par exemple, l'informatique, Internet, c'est une source, ça peut être une source magnifique pour l'apprentissage. Je peux apprendre plein de choses. Je peux trouver des 1000 façons pour m'avancer dans mes études, par exemple. Ça, c'est un outil formidable. Ça dépend toujours comment nous l'utilisons. C'est ça aussi. Vous voyez que c'est la première fois que je suis à... Je n'ai pas l'habitude du micro encore. Pour vous répondre très pratique, une réponse très pratique, c'est approchez-vous des utilisateurs des logiciels libres si vous ne voulez pas être lié à ces entreprises capitalistiques qui ne pensent qu'au profit et d'utiliser votre donnée pour des raisons commerciales. Il y a plein. Linux, c'est une des alternatives, vous tous, vous avez entendu parler. Et le gouvernement français, actuellement, avec la scission entre le gouvernement américain et le monde entier, est en train de se dégager de toute l'emprise de l'Amérique, des États-Unis. Voilà, mais il y a toujours une solution. Mais le plus important pour nous, c'est la pratique quotidienne pour voir l'outil que nous utilisons. Est-ce que c'est un outil qui nous aide à rendre meilleure notre vie ou nous rendre addictifs ou pas? C'est ça la question. Ce n'est pas l'outil lui-même. C'est comment nous utilisons cet outil. Voilà ma réponse. J'espère que ça peut vous aider un peu. Oui, je vais juste ajouter un tout petit peu, parce que je pense que la réponse de notre frère était magnifique. Merci Hélène pour cette question. Ce que je vois, c'est que dans notre communauté, par exemple, quand Thaï nous a demandé de devenir vegan, et la communauté, c'est pas à 100% vegan, ça c'est une réalité parce que c'est accepté aussi que chacun est sur son chemin. Et ça a été tout un processus aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience des amis laïcs qui nous demandaient, disaient à la communauté, communiquer avec Thaï, avec la communauté, et petit à petit, le moment voulu, la communauté a été prête et Thaï a dit ok, on devient vegan, on ne sert plus pour la communauté. Et donc ça se fait ensemble, hein. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, mais pour moi aussi, je vois, c'est s'entraider, collaborer les uns avec les autres, les unes avec les autres, hein, et surtout voir quand c'est le jugement qui pointe son nez et qu'on juge en fait, ok, non, est coupé. C'est comme disait Frère Daigna, et dans la pratique, le Bouddha nous a enseigné le chemin du milieu aussi, la modération aussi. Si on devient trop, alors on se ferme. Et alors à ce moment-là, on ne peut plus communiquer. Donc c'est aussi danser, s'équilibrer. C'est un chemin d'équilibre, en fait. C'est un chemin
qui est pas... c'est facile d'aller d'un côté ou de l'autre. Donc, la lame de rasoir, dans le zen, on parle d'une lame de rasoir. Donc, quel côté on va aller? Donc, juste ajouter ça. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir la très bonne question. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose qui est venu dans ma tête en écoutant la cloche, c'est juste oser dire. C'est oser dire, hein, comme voilà. Merci Hélène. Chère Thaï, chers enseignants, chère communauté bien-aimée, je suis Raphaël et oser dire, oui, ça me parle tout à fait. Je suis un pratiquant plutôt joyeux et profondément joyeux. Voilà, j'ai souvent beaucoup de plaisir à l'offrir à la Sangha, notamment par les chants, par la musique. Et je reçois du coup en échange beaucoup de gratitude. Enfin, voilà, c'est très très nourrissant pour moi. Et pourtant, j'ai eu ces 2-3 dernières années des moments étonnants pour moi. Quand j'ai eu besoin d'offrir certains chants à ma famille, notamment au début, où j'ai pas pu finir le chant parce que je m'étais mis à pleurer, alors que la famille est là et attend quelqu'un de plutôt joyeux, justement, et ça s'est pas passé comme prévu. Et en début de semaine de cette retraite, voilà, ça s'est réaffirmé au moment du partage. J'ai pas pu tout à fait partager tout ce que je voulais, tellement je pleurais, j'arrivais pas à m'arrêter. Et ce matin, voilà, ça va crescendo, en fait, parce que les 30 minutes de méditation de ce matin, j'ai pas pu m'arrêter non plus. Et j'avais une idée qui m'est venue sans savoir d'où elle venait, d'être quelqu'un qui avait une maladie incurable, qui n'avait voilà, plus forcément beaucoup de temps à vivre. Et j'entendais un chant que j'ai chanté avec des amis ici, où nous allons nous retrouver, qui dit voilà, dis-moi au revoir et on va se retrouver après. Et de penser à cette idée-là, voilà, j'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Et je sens qu'il y a une blessure qui est là, profonde, et je sais pas où c'est, je vois pas où c'est exactement. Et voilà, alors ça me met dans des positions des fois difficiles, mais je suis très heureux de le vivre ici, mais je cherche une réponse, voilà, que je ne trouve pas. Donc ma question, ça serait où est-ce que je peux trouver l'essence de la tristesse? Merci. Cher ami, vous me faites penser à un bodhisattva qui s'appelle le bodhisattva qui pleure tout le temps. Peut-être vous approchez de cet état de... Vous ne pleurez pas tout le temps, mais... Et ce bodhisattva qui pleure tout le temps est un grand être qui aide beaucoup, beaucoup de monde.
quand je vous écoute, j'ai pensé que vous avez dit ça fait quelques années que vous êtes comme ça. Alors, continuez à observer, parce que seulement vous qui savez. Et reconnaissez simplement que maintenant vous pleurez plus facilement. Peut-être vous traversez une période comme ça, et vous seul, vous pouvez observer et trouver et comprenez pourquoi. Mais sachez qu'il y a un bodhisattva qui pleure beaucoup, qui pleure souvent. Peut-être ça vous fait déjà du bien. La pratique, c'est de sourire quand on pleure, de reconnaître ce que nous ressentons à cet instant-là, sourire et bercer notre sensation, notre pleur. Juste ajouter, et comme tu chantes, tu dois connaître le poème de Thaï qui est en musique. Ma joie est comme le printemps, ma peine est une rivière de larmes, comme les 4 aussi grandes que les 4 océans. Donc c'est aussi avoir cela. Et la tristesse, c'est peut-être une émotion qui a été refoulée, peut-être aussi, mais c'est une belle émotion. Peut-être les hommes, ils pleure moins peut-être, et que c'est maintenant de pouvoir être soi-même. Voilà. Donc d'où vient la tristesse, ça se dévoilera avec la pratique, c'est ça. Et ma joie est comme le printemps, ma peine, une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit les 4 océans. À chanter beaucoup. Merci, Raphaël. Chère Thaï, chère communauté bien-aimée, alors j'ai le cœur qui bat la chamade, les mains qui tremblent, donc je ne sais pas si j'arriverai à poser ma question. La question est que je suis né homme et que je me sens plus femme. Je me considère du coup plus comme non-binaire. Je m'appelle Elia. Et ma question est sur la question de l'expression genrée. Je peux sentir en moi-même comment je me sens, homme et femme, plus femme à certains moments, plus mal à l'aise avec ma part masculine, on va dire. Mais je n'ose pas assumer une expression genrée, vestimentaire, plus féminine, alors que c'est quelque chose qui me parle.
En même temps, je sais que le genre, c'est aussi une construction, que justement, il y a besoin de déconstruire beaucoup de choses autour du genre, de l'expression. Et je me dis, bon, c'est pas grave, allez, je reste dans un truc intermédiaire. Là, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre ma jupe, mais c'est vrai que je ne l'avais pas mise depuis le début de la retraite. Et je me dis, c'est plus simple de rester non-binaire, passe-partout, ça dérange personne, ni moi, ni les autres. Et en même temps, il y a un regret par rapport à ça, de ne pas assumer cette part de moi. Et en même temps, je me dis, voilà, dans la déconstruction du genre, mais aussi du soi, voilà, dans la question du non-soi, de ne pas s'attacher à quelque chose qui est peut-être juste de l'apparence. Voilà, je suis un peu perdu en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Peut-être que vous aurez entendu ce qu'il y a derrière dans mon cœur, si ce n'était pas très clair. Je vous remercie. Ma question, c'est comment oser peut-être assumer cette part de moi, et en même temps je me dis, ce n'est qu'une expression genrée, construite également. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que la déconstruction du genre, d'une certaine image de soi aussi, n'est pas plus importante, et du coup je reste dans une certaine neutralité, on va dire vestimentaire, ni homme ni femme, voilà. Ou est-ce que ça a du poids et de l'importance que je puisse assumer une question d'apparence vestimentaire, qui a aussi des conséquences qui peuvent être douloureuses dans notre société. Mais au village, je rencontre beaucoup de bienveillance, ça m'aide et me soutient beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Merci. Une réponse rapide. On s'en fiche. Devenir quelqu'un, un homme ou une femme, sans problème de genre, c'est déjà très difficile. Si nous ne connaissons pas encore notre vraie inclinaison, je sais que c'est 1000 fois difficile, 1000 fois plus difficile. J'ai choisi de répondre à cette question parce que dans notre communauté, j'ai un frère dans ma famille, un frère d'ordination, un moine, un ex-moine, qui est dans votre cas. Et nous ne savons pas au début qu'il a un problème avec son propre détermination, qui il est, homme ou femme, mâle ou femelle. Et ça lui a pris beaucoup de temps aussi et beaucoup de souffrance en vivant avec les moines et en se cachant sa propre inclinaison. Après presque 7 ans de vie monastique, il a décidé d'assumer son inclinaison et quitter le monastère et changer de nom et d'aspect extérieur.
j'ai un immense respect pour lui, amitié, et j'ai essayé aussi de l'aider de mon mieux en l'accompagnant et en l'aidant de quitter notre communauté d'une façon saine, claire et saine, pour lui et pour nous tous. Ces questions de genre ont traversé aussi notre communauté. Nos grands frères et nos grandes sœurs ont eu des heures de discussion comment notre communauté voit ce problème de société. Et je pense qu'une réponse assez simple, ça devient de notre maître. Il disait qu'en chacun de nous, il y a toujours une part féminine, une part masculine. Nous ne sommes pas uniquement seulement hommes ou femmes. Nous sommes le produit de notre mère et de notre père. Nous ne pouvons pas être que hommes ou que femmes. C'est impossible. Chacun d'entre nous a ces deux aspects-là. Des fois, cet aspect féminin est plus fort. Des fois, ce côté masculin est plus fort. Et nous devons accepter. Et nous savons que dans certaines sociétés, en Inde par exemple, ou en Thaïlande, dans différentes sociétés, il y a une acceptation plus naturelle, plus simple des différenciations de sexe. Ça, c'est une question de préconception, c'est-à-dire les idées préconçues. Nous avons toujours des idées préconçues. Et c'est à nous tous, à chacun d'entre nous, à vous, de se montrer du courage et de l'exprimer aux autres d'une façon pacifique, qui nous sommes, comment nous voulons être, et montrer que nous ne sommes pas un danger pour vous. Le problème, c'est que toujours la peur de l'inconnu. Nous savons tous, dans ma famille, il y a des gens, des frères, des sœurs, mes nièces, mes neveux qui ont des tendances, des inclinaisons différentes à la normale. Et je les aime énormément. Il n'y a pas de problème. C'est à nous qui doit initier et apprendre aux autres qui nous sommes. Voilà. Merci de votre écoute. C'est juste un peu, mais la réponse de notre frère est vraiment magnifique, hein, et très touchante et profonde. C'est juste, c'est bien aussi de se faire soutenir par la communauté de LGBTQA+, la communauté de l'arc-en-ciel. C'est très important donc on peut parler librement, on est soutenu, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc je ne sais pas si toi tu fais déjà partie de cette communauté. Oui, ok, donc très bien. Parce que je sais que ici dans l'audience, c'est ça. Donc c'est vraiment de partager et ensemble les choses. Oui. Merci beaucoup pour l'authenticité et la question. Oui, voilà. Oui, merci.
chère Thaï, chers frères, chères sœurs, chers amis. Déjà, j'ai noté ma question pour être sûre d'avoir les mots justes. Voilà. C'est pas évident pour moi de parler comme ça devant tout le monde. En fait, je me questionne sur une relation qui est assez importante pour moi. Qui pratique. Cette personne pratique aussi. Et voilà. Très gentil dans le non-jugement, la compréhension, l'écoute, la patience, et très aimant, surtout envers moi. Mais en fait, j'ai une maladie qui a beaucoup d'effets sur mes relations, notamment celle-ci, et donc ça fait souffrir l'autre, et il a tendance à fuir, à partir pour s'éloigner de ça, ce que je comprends. Et du coup, je pense que ma question, ce serait: qu'est-ce que je peux faire, ou est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour guérir cette relation amoureuse? Pour cultiver cette relation amoureuse, la chose la plus importante à faire, c'est retourner à toi-même pour prendre bien soin de toi-même. J'espère que pendant cette retraite, tu arrives à t'entraîner pour avoir une nouvelle habitude, de revenir à ta respiration consciente dans tout ce que tu fais dans la journée, parce que la respiration consciente t'aide à te détendre, à reconnaître tes sensations, tes sentiments. Et quand tu sais comment prendre bien soin de ton corps, de tes sensations, naturellement, tu as une énergie très agréable, une énergie de la détente, de la paix, de la joie. Si tu sais comment reconnaître la beauté en toi et autour de toi. Et cette énergie agréable, naturellement, elle rend belle ta relation amoureuse. Et avec cette énergie, naturellement, tes paroles, tes actes sont les paroles et les actes d'amour. Si tu n'arrives pas à calmer ta colère, par exemple, c'est impossible d'aimer. Donc, c'est très important de savoir comment calmer ta colère ou une émotion forte. C'est très important de savoir comment te rendre joyeuse avec les petites choses. Par exemple, si tu es consciente de tes beaux yeux, de ton corps physique, tu peux marcher, tu peux courir, tu peux faire de beaux pas. Et quand tu te souviens de tout ça, tu
tu es content, tu as la joie. Alors tout ce qu'on a fait pendant cette semaine, avec les pratiques très simples, les choses très simples, il faut vraiment te souvenir de faire tout ça, des petites choses. Peut-être c'est simple, c'est petit, mais c'est très important. Pense pas à l'autre, pense pas à la relation, à ta relation. Pense à toi-même. Prends bien soin de toi-même. Et naturellement, ça améliore ta relation, ça améliore la situation. Est-ce que tu vas prendre les 5 entraînements à la pleine conscience ? Par exemple, l'entraînement de l'écoute profonde et de la parole aimante. Et tu dois écouter toi-même d'abord. En fait, je les ai déjà appris il y a 3 ans. Et mon nom, c'est Source du courage compatissant. Super. Maintenant, accroche-toi à ces entraînements. Prends bien soin de toi-même. Et notre ami qui était là devant toi, avant toi, et aussi ta présence, j'aimerais bien partager juste la phrase que Tai a écrite en calligraphie. Be beautiful, be yourself. Sachez que vous êtes... Sache que tu es belle, sache que tu es beau en étant toi-même. Donc, chère communauté, nous allons d'abord prendre une question écrite avant de ta question. Je peux profiter de la beauté de la communauté ici. Donc, je vais lire la question écrite. Depuis janvier cette année, les nouvelles du monde me font remonter beaucoup de peurs, des guerres, de l'avenir, du chaos. Assez chamboulée, j'ai progressivement cessé d'écouter les nouvelles à la radio, la télé, sur Internet. Mais je suis restée abonnée à un quotidien national que je lis 1 demi-heure par jour. Je ressens beaucoup de peur dans mon ventre, y compris la nuit. Je souhaite continuer à m'informer, à porter le monde dans mes prières, agir quand je le peux aussi. Comment vivre au mieux dans ce contexte et ne pas me laisser polluer au fond de moi? La question. C'est une question que j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, ça nous concerne profondément, et moi inclus. Personnellement, je regarde les titres des nouvelles chaque jour, mais très brièvement.
pour ne pas justement tomber dans un désespoir ou mais qu'est-ce que le monde est en train de faire et devenir. Mais je me garde informée, c'est-à-dire je ne ferme pas les yeux sur ce qui est en train de se passer, mais je reste informée. Et je peux voir aussi l'effet que, même si c'est assez bref, l'effet que ça peut avoir sur mon bonheur, ou qu'est-ce que ça arrose en moi, qu'est-ce que ça arrose en moi, quelle graine ça va toucher, si ça touche du désespoir. Et donc je suis très consciente de ce qui est en train de se passer en moi. Dans les 5 entraînements à la pleine conscience, c'est vraiment conscience de la souffrance provoquée par. Donc est-ce que je suis en train d'amener de la souffrance en moi-même et d'arroser des graines qui vont en fait me faire peur, arroser la peur, me paralyser, m'empêcher d'agir. Et surtout aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'effet que ça peut avoir sur moi-même, c'est que ça peut me rendre plus tendue, plus contractée, c'est-à-dire que mon cœur se ferme un peu et qu'à ce moment-là, la relation que je peux avoir avec mes sœurs et les personnes autour de moi, en fait, est affectée par cela. Donc, je suis consciente que si je veux avoir la paix dans le monde, il faut que j'ai la paix en moi-même et la paix autour de moi. Donc, ça m'aide, si avec mes sœurs, on se frotte un peu, ou il y a une irritation, de lâcher, de retrouver aussi une fluidité dans la relation, de prendre un pas. Et je vois aussi l'ami qui a posé la question, c'est nommé, je souhaite continuer à m'informer, à porter le monde dans mes prières. Moi, je vois quelquefois la nuit, je me réveille au milieu de la nuit et je vois des pensées qui peuvent monter, et immédiatement, en fait, c'est quelque chose qui vient naturellement en moi, la méditation la méta, la méditation de l'amour. Et c'est vraiment... donc je le mets pour moi-même, que je sois en sécurité, que je sois en paix, et donc ça continue, que je sois bienveillante avec moi-même, donc m'accepter moi-même tel que je suis dans le moment. Puisse-je être enveloppée par la compassion, puisse-je emplie de bonté aimante. Et donc c'est une méditation que je fais, il y a plusieurs textes, notre maître a donné de très beaux textes aussi. Et donc ça vient naturellement, et puis ensuite l'envoyer pour le monde, que nous tous soyons en sécurité. Et donc c'est de changer ce qu'il y a dans ma tête pour en fait être dans une énergie de paix, parce que je sais que si je laisse les informations c'est utiliser le mot polluer, moi je dirais plutôt qu'elles me font peur, elles me rétrécissent, elles me contractent, elles ne m'aident pas en fait. Mais voilà. Et je vois, et ça me permet aussi le matin de me réveiller beaucoup plus, avec l'esprit beaucoup plus clair, plutôt que d'encombrer par des informations, par la peur. Hein. Donc, et je vais laisser mon frère continuer à répondre. Merci beaucoup. Comme toujours, je suis toujours catégorique. Désintoxiquez-vous. Pratiquez le jeûne. C'est très tendance. Il faut jeûner pour purger les toxines que nous accumulons jour après jour. Les toxines qui viennent de toutes parts, même si nous nous cachons dans une cave, les ondes
de Starlink de Elon Musk toujours peut nous atteindre. Il faut pratiquer le jeûne d'information, absolument. Mais est-ce que nous sommes capables de le faire ou pas? Ou bien nous ne sommes que des addicts, des drogués. Il faut être conscient si nous sommes drogués par ces additifs, des MSG de l'information qui rendent les informations très addictives. Et on ne peut pas s'arrêter de les consommer, même contre notre gré. Alors, c'est pour ça que le jeûne, même le jeûne intermittent de 16 heures par jour, ou de 3 jours, ou de 10 jours, peut vous aider ou pas. Ma mère a 94 ans. Elle est une addict de YouTube. Je dis, maman, arrêtez d'écouter ces sornettes. Mais à son âge, elle est aussi une droguée de l'informatique, de l'information. Ça atteint toutes les couches d'âge. Mais elle sait pratiquer le jeûne physique, c'est-à-dire elle peut s'arrêter de manger pendant 10 jours, 20 jours, à son âge. Et en même temps, j'essaie de confisquer aussi son téléphone. Parce que je suis l'informaticien de la maison, je dis, il y a un problème, maman. Il y a un problème sur ton téléphone. Et des fois, quand elles ont des problèmes de téléphone, des vrais problèmes de téléphone, elles veulent que j'intervienne. Je dis, je suis à distance, maman, je ne peux pas t'aider. Même si je sais très bien que maintenant, avec des outils, on peut toujours intervenir à distance pour corriger les problèmes. Chers poseurs ou poseuses de questions, voilà. Pratiquer le jeûne. Pratiquer le jeûne. Il faut savoir s'arrêter, se reposer, toucher autre chose que les sornettes qui nous sont servies sur un plateau, même très appétissantes. Va dans la nature, rencontrer des vrais gens. Oui, voilà. Merci pour votre écoute. Chère Thaï, chère sœur, chers frères,
cher Sangha. J'ose prendre le micro, enfin, là, ici. Alors, la question d'avant est aussi directement reliée à celle que j'ai envie de poser. Je profite de la communauté francophone parce que en mai 2024, le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie a sombré dans le chaos à Nouméa, la province sud. Il y a eu des morts, des jeunes qui sont fait assassiner. Il y a eu une répression policière qui a été très importante, qui a duré pendant 1 mois. On a envoyé les tanks, les blindés contre un peuple sans armes. Surtout dans les quartiers populaires. On a vu des milices se constituer. Avec des armes. Et voilà. Alors moi j'ai une très grande colère. Très grande colère contre le gouvernement, contre Macron, contre le fait que tout le monde ignore la situation de ce peuple en France, alors qu'on est français par la force des choses. Je me sens coupable. Je me sens coupable d'être ici. C'est pas que je peux faire plus là-bas. Et je suis pas écrivaine. Je vois à distance le racisme. Donc ma question, elle est aussi peut-être pour que les membres francophones prennent un peu conscience de ce peuple là-bas, d'une part. Et d'autre part, moi je suis en France. Et je me sens vraiment concernée quoi, par ça. L'année dernière, quand c'est arrivé, ça a chamboulé ma vie. Hein. Enfin, les réseaux, moi, à ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Ça a explosé, quoi, d'un seul coup. Alors du coup, ouais, j'arrête pas de commenter sur les réseaux les propos douteux de certaines personnes, bien que je sais que ça ne sert à rien. J'ai fait une marche j'ai marché beaucoup pendant 1 mois. Donc ça, c'était pour retrouver ma paix.
maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable ou de ne pas savoir qu'est-ce que moi je peux faire ici, puisque je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire pour que qu'il n'y ait plus de racisme, de discrimination, que le peuple qui respecte voilà, le peuple kanak. Voilà. Moi, je voudrais savoir, à part marcher, pratiquer, j'aimerais... les risques sont encore très importants, en fait. Merci beaucoup pour ton partage. J'imagine que tu viens de Nouvelle-Calédonie, tes ancêtres, tu viens de là. Oui. En t'écoutant, la présence de Thay, de notre maître, est vraiment, oui, est là quand par la connaissance de la vie de notre maître, par avoir été en contact avec lui et de son enseignement. En fait, la chose que Thay nous enseignait, c'est il y avait une question qui lui avait été posée un jour. Qu'est-ce qui est la chose la plus difficile ou la difficulté que Thay dans sa vie? En fait, il disait de ne pas tomber dans le désespoir. Parce qu'il disait, s'il tombe dans le désespoir, il n'y a rien qu'il peut faire. Hein. Et donc, c'était de savoir que si je tombe dans le désespoir, bien sûr, il y a la souffrance, hein, et bien sûr, il y a le chagrin, bien sûr, il y a l'injustice qui est là autour, mais tomber dans le désespoir, on va tomber dans une dépression, et puis comme tu ressens, il n'y a rien qu'on voit qu'on peut faire à ce moment-là, quand on est en désespoir. Hein. Donc le Thay, c'est dans l'enseignement du bouddhisme, et on peut voir aussi dans la vie que tout se transforme, tout change. Il y a ce qu'on appelle l'impermanence. Hein. C'est-à-dire que les choses ne vont pas rester fixes et telles qu'elles sont. Et bien sûr, dans la vie, dans l'humanité, il y a beaucoup de cruauté, des choses qui sont complètement injustes, et quand on se accepte pas. Mais ça revient à soi-même. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Alors Thay, si tu lis sur sa vie, si tu regardes sa vie avec Sir Shankong, hein, il y a le livre de Sir Shankong qui s'appelle La force de l'amour. Hein. C'est une compassion avec, en anglais on dit fierce compassion. C'est quelque chose qui est puissant. Tu vois, donc, et ça revient, qu'est-ce que je pratique moi dans ma vie quotidienne? Et plus toi tu es en paix, plus toi tu vois des pas en pleine conscience, de marcher, je suis sûre que ça a apaisé l'émotion, et ça a calmé. Et c'est avec cette prise de conscience, hein, et à ce moment-là,
de savoir, ok, qu'est-ce que je peux faire pour oui, ce qui me tient à cœur. Et moi, je sais que quand il y a des choses que je trouve des injustices, je me branche, je regarde qu'est-ce que notre maître a fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que Sœur Chankong a fait. Et leur courage à travers toutes les guerres, à travers le colonialisme, à travers une réalité qu'il a, c'est comment pouvoir dire aussi avec compassion, pouvoir dire comme tu viens de le faire, pouvoir dire ce qui se passe et pouvoir... ensemble, on regarde. Donc c'est soi-même, on pratique soi-même et ensuite avec les autres, se faire soutenir. Mais moi j'aimerais inviter Sœur Digné, mais mon frère aussi, à partager sur ce que Thierry. Merci. Merci Sœur Dagny d'avoir partagé. J'aimerais bien inviter Frère Dagny de chanter la chanson, un poème que Thay a écrit, recommandation, et justement pendant la guerre, dans l'injustice, il a écrit ce poème. Notre ennemi n'est pas l'homme. Notre ennemi, c'est la vue fausse. C'est la perception fausse. Et Frère Dagny, il a mis en musique cette chanson. Ouais, hein? Je me suis trompée, c'est un autre frère, pardon. Bon, il va chanter une autre chanson. Mais j'aimerais bien dire ce que j'ai ressenti. Je suis contente que tu as vu, ici ce sont des frères et sœurs. Tu as dit que tu as été en colère avec le gouvernement, mais tu vois qu'ici ce sont des frères et sœurs et tu veux partager ce qui est profond de ton cœur. C'est comme Thay, pendant la guerre, il a clairement vu que c'est le gouvernement. Et Thay a parlé à un soldat français et ils sont devenus des amis très proches. Déjà, on voit que c'est le gouvernement. Mais pour aller un pas de plus, comme Thay, on voit que c'est la perception fausse, c'est la peur, c'est l'angoisse dans le cœur de ces politiciens. Et comme Sœur Dagny a dit, qu'en cultivant l'amour, la non-violence, que Thay et Sœur Tienkhom, ils ont pu aller plus loin, ils ont pu réaliser, transformer l'ignorance, transformer la vie fausse dans le cœur des gens. À une période dans la vie, Thay a fait tous ses efforts pour appeler pour la paix, pour arrêter la guerre, arrêter l'injustice. Mais quand la guerre du Vietnam est terminée, la souffrance a continué, mais dans d'autres formes. Et là, Thay a continué son chemin en fondant le village des pruniers, en semant les graines de vision profonde, d'amour, de paix dans le cœur des gens partout. Pendant tout le reste de sa vie. Si
Si tu arrives à cultiver la paix, l'amour ici, c'est pour ton peuple, pour tes êtres chers. Ce n'est pas seulement pour toi. Comme Sœur Dargim vient de dire, ce que tu viens de faire, ce que tu viens de partager, tu as fait pour ton peuple. Chante. Elle me fait chanter. Mais avant de chanter, permettez-moi de t'offrir un slogan. Et à vous tous, opprimés de tous les pays, unissez-vous. Et peut-être je vais chanter aussi l'international avec vous tous. Debout les damnés de la terre, debout. Comme vous savez tous, le Bouddha est un révolutionnaire, n'est-ce pas? Il a osé balayer la ségrégation raciale, la ségrégation par caste. Et nous savons tous que les flux et reflux de l'histoire se passent actuellement dans nos pays. La démocratie est là et peut se retirer de même aussi. C'est pour ça que la lutte doit continuer. Toujours, toujours et toujours. C'est comme la pratique de la pleine conscience, ça doit être à chaque instant, être toujours vigilant de tous les progrès et aussi des reculs, le recul de tout progrès. Ce n'est jamais acquis, jamais acquis. Nous pensons que le colonialisme est du siècle passé, mais ce n'est pas vrai du tout. Ça se passe en ce moment. Il y a des peuples opprimés, il y a des voleurs de terre, il y a des assassins. Nous devons tous être conscients de ce qui se passe dans le monde. Et la pratique peut nous aider en cela, car, comme tu disais, paix en soi-même, paix dans le monde. Si nous ne sommes pas en paix, nous ne pouvons pas aider la paix dans le monde. Voilà. Bon, maintenant chantons. Pour clore, ou bien peut-être. Yeah. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais elle m'oblige à chanter, je chante. C'est une chanson qu'à l'époque où nous sommes très peu ici au village, 5-6 personnes, et encourage qu'on compose chacun des chansons pour rendre la vie plus agréable et pour montrer que la vie est aussi dans les chansons. Et voilà une ou les 2 chansons que j'ai composées dans toute ma vie. C'est sur un poème de Thay. Il y a seulement 4 phrases qui parlent de ceci existe parce que cela existe. Ceci cesse car cela cesse. Ça part de l'interdépendance des choses.
Voilà, c'est le sens de cette chanson. Très court, ne vous en fuyez pas. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Một thùng rác bận, một bông hồng thơm, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Encore une fois. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Một thùng rác bận, một bông hồng thơm, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Des bravos, s'il vous plaît. Je vous remercie pour vos questions et merci à vous tous d'avoir été là, à écouter, à rire. Il y a encore des questions écrites que Sœur Elisabeth, demain matin, dans son enseignement, elle va partager avec vous. Maintenant, nous allons écouter 3 sons de la cloche pour savourer notre respiration